Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 7h à Bamako, la même heure à Ségou. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. La mise en valeur du barrage de Foni se précise. Un pas supplémentaire a été franchi ce week-end à l'issue de la 7e session interministérielle de concertation Mali-Guinée. De la rencontre tenue à Kankan, on retient la disponibilité du partenaire chinois à participer au financement de Foni. Les détails avec nos envoyés spéciaux Modibo Mariko et Taïba Diawekoui au début de ce journal. Dans le grand format de ce lundi, on parle de la suralimentation. De l'avis des spécialistes, trop manger peut causer des ennuis sanitaires chez l'individu tels que l'obésité et les maladies chroniques comme le diabète. Sur la question, certaines personnes, particulièrement celles qui s'adonnent à la suralimentation, ne manquent pas d'arguments pour se justifier. Vous les entendrez au début de ce journal. Et en fin de journal, nous serons avec Fotiki Tunkara pour Infosport au menu. Les éliminatoires CAN U23 dans le deuxième tour, bien sûr dans le deuxième tour, a pris fin hier. Il sera aussi question de la Ligue des champions d'Afrique du football féminin. La deuxième édition a donné son coup d'envoi hier dimanche au Maroc. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Depuis le 27 octobre, depuis le 27 bien sûr du mois, le mois de la solidarité a débuté au Mali. Le ministre Oumarou Diarra était sur le plateau de 20h avec Nyanya Loutraouri. Les échanges sont portés sur les activités qui ont été menées au cours de ce mois. Nous l'écoutons au micro de Nyanya Loutraouri. La solidarité est une valeur cardinale du Mali. Ces valeurs avaient tendance à disparaître. Donc pour renouer avec ces valeurs, les plus hautes autorités de la République du Mali en 1995 ont décidé d'instituer un mois tout entier pour rappeler aux Maliens que le vivre ensemble, l'entraide mutuelle, de se soucier des plus démunis font partie des valeurs du Mali. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Maliens sont solidaires ? D'une manière générale, le premier constat que j'ai fait cette année, malgré le contexte particulier lié à l'insécurité, à la pandémie à coronavirus et le dérèglement climatique, à travers le pays, que ce soit au niveau des institutions, au niveau des régions et des partis politiques, de la société civile, les associations à but humanitaire ou autres partenaires, partout un peu à travers le Mali, les gens ont vraiment compris la politique définie par l'État dans ce sens. Donc à travers les multiples assistances aux personnes vulnérables, que ce soit les personnes déplacées internes ou autres couches défavorisées. Depuis le lancement du mois par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, en rendant visite à la doyenne d'âge de Bamako le 10 octobre, les autres activités du mois ont suivi. Nous avons travaillé à mettre 4 semaines thématiques. La première semaine, la semaine des personnes âgées. La deuxième semaine est la semaine de la femme et de l'enfant. La troisième semaine est la semaine des personnes vivant avec handicap. Et la quatrième semaine qui est la semaine de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. La solidarité, nous devrons la pratiquer au quotidien, du 1er janvier au 31 décembre, pendant toute l'année. Aujourd'hui, nous avons à peu près 1,9 million de nos compatriotes qui vivent dans la précarité, qui ont besoin d'être assistés. Donc nous devrons travailler au quotidien comment améliorer leurs conditions de vie sur tous les plans. Déjà, nous avons connu certaines difficultés compte tenu du dérèglement climatique. Nous avons eu beaucoup de zones inondées cette année. Du coup, au niveau du département, les ressources prévisionnelles pour non seulement la prise en charge des populations déplacées ont presque triplé. Donc du coup, la mobilisation a fait un peu de retard. Mais qu'à cela ne tienne, le département a été fortement appuyé
par les œuvres sociales du président de la transition. À travers le pays, dans toutes les capitales régionales, le président, non seulement à l'endroit de la couche vulnérable, il a procédé à des distributions de vivres et de non-vivres, mais également il a doté beaucoup de nos centres de santé en ambulance et autres matériels médicaux. Je peux dire que nous avons un bilan plus que satisfaisant, mais le mois sera un peu glissé jusqu'à mi-novembre où nous comptons procéder à la clôture du mois. Voilà, à l'instant, le ministre Oumarou Diarra, au micro de Nianialou Traoré, il faisait bien sûr la revue des activités menées courant ce mois d'octobre. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce lundi 31 octobre la journée internationale des villes. Le thème retenu de cette année est agir localement pour devenir global. Cette journée, qui est à sa 12e édition, vise à promouvoir l'intérêt de la communauté internationale pour l'urbanisation mondiale durable afin de relever les défis de contribuer au développement durable dans le monde. Le reportage de Sogna Kamisoko. Selon les données des Nations Unies, la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui en milieu urbain et la population urbaine continue de croître à un rythme élevé dans les pays en développement. Et le Mali est bien concerné par ce phénomène, d'où la pertinence de la tenue de cette journée dédiée à la ville. Brahima Kamena, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Promouvoir l'intérêt de la communauté internationale pour l'urbanisation mondiale, faire progresser la coopération entre les États afin de saisir les opportunités, relever les défis de l'urbanisation et contribuer au développement urbain durable. Elle constitue un événement marquant l'engagement de la communauté internationale en général et celui du Mali en particulier à l'égard des établissements humains et l'exercice du droit fondamental à une ville convenable pour tous. Pour relever les défis liés à l'urbanisation, l'État malien propose la réponse de l'État face aux problèmes liés à l'habitat, à l'urbanisme et à la construction a évolué, eu égard à la volonté des plus hautes autorités de la transition d'adapter notre administration afin de lui permettre de fournir des services publics requis pour le bien-être social et économique de nos populations. Nous pouvons citer entre autres la tenue prochaine, en partenariat avec l'Association des promoteurs immobiliers du Mali, de la 7e édition du Salon de l'Habitat de Bamako en 2023. La mise en œuvre de la 3e phase du programme participatif de l'amélioration des bidonvilles, qui consiste à réaliser des actions prioritaires pour améliorer le cadre de vie dans les bidonvilles. La mise en œuvre du projet de résilience urbaine de Bamako. Cette journée, qui est à sa 12e édition, a pour thème « Agir localement pour devenir global ». Je vous l'annonçais au début de ce journal, les rideaux sont tombés ce week-end sur les travaux de la 7e session interministérielle de concertation Mali-Guinée pour la mise en œuvre du barrage de Foni. Comme principale résolution à l'issue de la réunion, l'on retient entre autres la disponibilité du partenaire chinois à participer au financement de Foni, la convocation d'une session extraordinaire dès le début du mois de décembre pour faire le point de la mobilisation des ressources pour le projet. Le Mali et la Guinée s'engage aussi à entreprendre une mission conjointe de haut niveau pour un plaidoyer auprès de la Chine. Les comptes rendus de nos envoyés spéciaux à Kankan, Modibo Mariko et Taïb Adjaouyakoui. Tel un phénix, le projet barrage de Fomi est en passe de renaître de ses cendres. C'est en tout cas ce qui laisse entrevoir le contenu du communiqué final signé par les représentants des gouvernements guinéens et maliens ainsi que leurs partenaires de l'ABFM. Ainsi, à travers des recommandations jugées appropriées, Maliens et Guinéens semblent satisfaits des travaux de cette 7e session et pour cause. Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Nous sommes animés par un sentiment de joie, un sentiment de collaboration réussie entre le Mali et la Guinée à l'initiative de nos chefs d'État. Avec l'entretien que nous avons eu avec la partie chinoise, notamment l'entreprise IREC, nous donne aujourd'hui de l'espoir. Mais surtout, nous avons noté au cours de cette réunion un engagement total de la part de tous les intervenants, de toutes les parties prenantes du gouvernement de la Guinée par rapport à la mise en œuvre de ce projet. Nous sommes heureux d'annoncer que des actions fortes seront entreprises pour que les travaux qui avaient connu un début d'exécution de 2017 à 2019 puissent reprendre. Ali Seydou Bassouma, ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures de la Guinée-Conakry.
Ce qu'on a vu et les conclusions ici, ça nous motive davantage à poursuivre les travaux, les activités qu'on a déjà engagées pour faire maintenant de ce barrage une réalité. Ainsi, après examen du rapport, que des engagements de part et d'autre à l'issue de 2 jours de travaux des experts. Côté guinéen, le gouvernement a décidé de poursuivre le processus de mise en place du financement en collaboration avec le Mali et a inscrit le projet barrage dans les projets prioritaires de l'accord cadre sino-guinéen. Le Mali aussi, de son côté, va participer au financement des projets proportionnellement à la clé de répartition déterminée suite aux études de partage des coûts et bénéfices. Les 2 pays s'engagent à entreprendre une mission conjointe de haut niveau pour un plaidoyer en Chine afin de donner le coup de fouet nécessaire à l'accélération du projet. Les regards sont maintenant tournés vers le début du mois de décembre pour une session extraordinaire qui aura comme ordre du jour faire l'état de mobilisation des ressources financières et l'état de l'accord cadre Chine-Guinée ainsi que l'état d'avancement des études complémentaires financées par la Banque mondiale. La revalorisation des instituts locaux et coutumières dans la gestion des conflits, c'est le thème d'une table ronde organisée par le consortium Juste Futur Avenir Juste. Cet espace d'échange vise à plaider pour une meilleure implication des autorités dans la gestion des conflits au niveau régional. La rencontre a enregistré la présence des autorités administratives, des légitimités traditionnelles, des organisations de la société civile ainsi que les organisations de défense des droits de l'homme. À Tombouctou, nous retrouvons Sambaré Aïdara. Initiée par le consortium Just Futur, cette table ronde vise à faire un plaidoyer auprès des acteurs locaux impliqués dans la gestion des conflits au niveau de la région de Gao. Yacouba Maïga, membre du consortium Just Futur. Discuter et échanger par rapport au rôle et à la place des légitimités coutumières dans la résolution des conflits et en même temps les relations qu'ils entretiennent avec les autres parties prenantes. Cette initiative du consortium Just Futur a été appréciée par les participants. Tanal Agerissa, Rico Gao. S'il y avait quelqu'un qui devrait lutter pour ça, c'est nous. Dieu merci, tout le monde a compris. Mamadouba, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Gao. Nous attendons au retour du programme pour davantage regrouper l'ensemble des actrices et des acteurs afin qu'on aille définitivement vers une paix durable. La paix durable ne s'acquiert sans un sacrifice ultime. Cette table ronde régionale entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l'an 2 du programme Just Futur, un programme dont l'objectif est de construire des communautés résilientes, paisibles et sécurisées. Il est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Gao, Sambara Aïdara et Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Et voilà, c'était là un reportage de Sambara Aïdara depuis Gao. Grand formant de ce journal, manger fait partie des besoins vitaux de l'homme. Il faut manger pour vivre et se maintenir en bonne santé. Mais l'excès de toutes choses étant nuisible, trop manger peut causer des ennuis sanitaires chez l'individu, tels que l'obésité et les maladies chroniques comme le diabète. Une évidence qui ne semble pas convaincre tout le monde et ceux qui suralimentent ne manquent pas d'arguments pour justifier ce comportement. Leurs réactions et les explications du spécialiste de la question dans le grand format de ce lundi signé Bourama Traoré et Mfali Sidibé. Au petit déjeuner, au déjeuner ou encore au dîner, l'essentiel pour Mamadou Traoré n'est pas la qualité, mais plutôt la quantité du repas. À table, son assiette attire plus de regards, tant elle est volumineuse. Gros mangeur, un statut qu'il assume pleinement. Naturellement, j'aime trop manger. L'homme ne peut vivre sans manger. Celui qui mange beaucoup tombe difficilement malade. À mon avis, le vrai homme, c'est celui dont le plat étonne plus d'un. Mariam Traoré, elle aussi, ne jure que par des plats bien garnis et succulents. Manger seulement à sa faim ne figure pas dans son vocabulaire. Preuve, pendant les 3 repas quotidiens, elle a toujours du lourd dans son assiette. J'aime vraiment manger depuis l'enfance. Souvent, j'ai des disputes avec mes sœurs qui me disent que la femme ne doit pas prendre des plats lourds la nuit, mais plutôt de la bouillie. Or, cette dernière ne me suffit pas. Un comportement alimentaire tout à fait contraire à l'adage selon lequel l'excès de toute chose est nuisible. Mais quand manger devient un plaisir plutôt que la satisfaction d'un besoin, on tombe dans la suralimentation. Maritou Sissi est nutritionniste. Quand on parle de suralimentation, on
fait plutôt référence à tout ce qui est excès de consommation. Manger plus qu'on en a besoin. Manger au-delà de la normale. Synonyme d'excès en termes de quantité de nourriture qu'en qualité, la suralimentation est devenue aujourd'hui un mal social dont souffrent beaucoup de personnes. Un phénomène qui n'est pas sans raison, selon Marietou Sissi. On a déjà le changement de mode de vie, c'est-à-dire on est passé à un mode de vie plus urbain où on a besoin d'une alimentation prête à porter, entre guillemets, c'est-à-dire une alimentation où on ne va pas trop se fatiguer pour faire tout ce qui est préparation. Et malheureusement, les produits industriels, ils sont dépourvus pour la majorité de tout ce qui est éléments nutritifs, de tout ce qui est valeur nutritionnelle. Donc ça, c'est un facteur. Un autre facteur, c'est l'exposition à tout ce qui est nourriture à peu de valeur nutritive. Tout ce qui est restauration hors domicile, on n'a pas de certitude dans le dosage. C'est-à-dire que soit on met trop d'huile, soit on consomme trop de viande. C'est une évidence. Trop manger impacte négativement la santé de l'homme. À en croire les spécialistes de la santé, l'obésité se nourrit de la suralimentation. Selon une formule médicale bien connue, il n'y a pas de bons ou de mauvais produits, mais seulement de bons ou de mauvais régimes. On le voit dans le quotidien avec le nombre accru de personnes malades. La plupart de ces maladies sont liées à notre alimentation. On a le diabète, l'hypertension, les problèmes de cholestérol qui sont des facteurs de risque de problèmes cardiaques. On a tout ce qui est problème de goutte, en bambara on appelle ça synchouroudémie, et on a tout ce qui est problème digestif. J'ai une colopathie, j'ai des ballonnements, j'ai un ulcère gastrique. Tout ceci, quand on prend vraiment le côté suralimentation et qu'on enlève, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver avec un mode de vie plus sain et un bien-être accru. Un bien-être qui semble s'éloigner de Mamadou Traoré. Ce dernier semble avoir pris à ses dépens ce que peut être l'impact des mauvaises habitudes alimentaires, puisqu'il est atteint aujourd'hui d'une maladie incurable. L'excès de nourriture m'a causé de sérieux ennuis. Aujourd'hui, je souffre du diabète. Malgré cette maladie, je continue à manger beaucoup. Sinon, les médecins m'ont conseillé de réduire la consommation de nourriture, chose que je n'arrive pas à respecter. Mais je n'ai pas le choix. Comme Mamadou Traoré, Mariam Traoré vit également des moments difficiles dus à la suralimentation. Malgré la maladie et les conseils des médecins, son régime alimentaire reste intact. À cause de l'excès de nourriture, je souffre de l'ulcère. Malgré tout, je n'ai pas pu diminuer la quantité de nourriture que je consomme. J'ai envie de changer de comportement alimentaire, mais je n'y arrive pas. Et je me demande si je pourrais le faire un jour. Chaque fois que j'ai essayé, je suis revenue à mes anciennes habitudes. Si ventre creux n'a point d'oreille, manger avec modération permet de se maintenir en bonne santé. C'est du moins ce que nous conseillent les nutritionnistes. Marietou Sissi. Tout ce qui est comportement peut être modifié et c'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un cancer qu'on a du jour au lendemain et qu'on vous dit que voilà c'est fini, vous avez 2 jours ou 10 jours à vivre. Mais l'alimentation, c'est vraiment un facteur modifiable. C'est-à-dire que lorsque vous consommez en excès, il suffit de réduire en fait la consommation. L'habitude est une seconde nature, dit-on. Mais entre le plaisir du ventre et la préservation de la santé, le choix est-il difficile à faire, même si pour le gourmand, il n'y a pas de plaisir au-dessus de celui de bien remplir son estomac. Cette heure passée de 20 minutes. À présent, à la page sport, c'est avec vous, Fotigi Tunkara. Bonjour. Bonjour, Fousseni Tunkara. Bonjour à tous. Éliminatoire CAN U23, le deuxième tour a pris fin hier. Oui, et déjà les pays qualifiés pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN U23 sont connus. C'est là l'issue du deuxième tour retour qui s'est achevé hier. La Tunisie a battu le Congo-Brazzaville 2 buts à 1. Résultat insuffisant pour passer puisque le Congo qui avait gagné à l'aller 1-0 s'est qualifié grâce au but marqué à l'extérieur. Vainqueur 3-2 à l'aller, le Cameroun a été tenu en échec 0-0 par l'Angola. Malgré ces matchs nuls, les Camerounais
Cameroun qui passe donc grâce à sa victoire à l'aller. Déjà vainqueur 2-1 à l'aller au Mozambique, le Ghana s'est qualifié en récidivant devant les Mozambiques 2-0 hier. Malgré sa défaite 3-1 en Algérie, le Congo démocratique, la République démocratique du Congo, j'y arrive. La République démocratique du Congo, vainqueur 4-1 à l'aller, valide sa qualification. Tenu en échec 0-0 à l'aller en Eswatini, l'Égypte s'est qualifiée hier en s'imposant 1-0 devant l'Eswatini. Le Bénin a donc été écarté par le Soudan malgré sa défaite 3-1 hier parce que tout simplement le Soudan avait gagné à l'aller 2-0. Déjà samedi, le Mali a éliminé le Rwanda battu 1-0 alors que les deux pays avaient fait match nul, un but partout à l'aller. Au troisième et dernier tour, le Mali rencontrera le Sénégal, tombeur du Burkina Faso 5-4 au tir au but après 2 nuls vierges 0-0 à l'aller comme au retour. La Côte d'Ivoire de son côté a été éliminée par le Niger en vertu de la règle du but marqué à l'extérieur. 0-0 à Niamey et un but partout à Yamoussoukro. Vainqueur 2-0 de la Tanzanie, le Nigeria a également validé son billet pour le dernier tour des qualifications, tout comme le Gabon sans pitié de Madagascar. Défait 4-0 sans compter le 1-0 de l'aller à Madagascar. La Guinée-Conakry de son côté s'est qualifiée grâce au forfait de l'Ouganda. Récapitulatif des pays qualifiés, le Mali, la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Ghana, le Niger, le Nigeria, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Soudan, l'Égypte, la Zambie et l'Afrique du Sud. Au troisième et dernier tour, on aura comme affiche Mali-Sénégal, Niger-Soudan, Nigeria, Guinée-Conakry, Égypte-Zambie, Afrique du Sud, Congo-Brazza, RDC, Ghana et Gabon-Cameroun. Des derbys régionaux quand même. Tour de cadrage de la Coupe CAF, les matchs allés se jouent ce mercredi. Oui, c'est justement dans ce cadre que l'Azral de Bamako est en déplacement en Eswatini où les Scorpions affrontent mercredi Royal Léopard à 13h. À 15h ici à Bamako, selon le programme, les Djilba AC accueillent Rabat du Maroc. Outre ces rencontres, il y aura AS Kara CS Faxien, ASEC Mimosa Sporting Gagnois, AS Nigelak Pyramide FC, Al-Ali Tripoli Marumo, Captain USM d'Alger, Flambeau Daring Motema Pembe, La Paz Seychelles Diable Noir, Plateau United Al-Akdar, Primero Agosto Future FC, TP Mazembe Royal FC, Young African Club Africain, Racing Club de Kadjogo Saint-Lois, Lupopo, River United Al-Nasr et US Monassir Renaissance Sportive de Berkane. Ligue des champions d'Afrique du foot féminin, la deuxième édition a donné son coup d'envoi dimanche également au Maroc. Oui, en match d'ouverture hier dimanche, les Zambiennes de Green Buffalo ont atomisé 4-0 les Libériennes de Determined Girl qui représentent notre zone UFOA. Dans l'autre match donc, de ce groupe A, le club hôte Far Rabat du Maroc a gagné 1-0 contre Simba Queen de la Tanzanie. Le groupe B fait son entrée en scène cet après-midi à 16h. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud sera face à Bayelsa du Nigeria. Puis à 19h, Wadi Degla d'Égypte sera opposé au TP Mazembe de la République démocratique du Congo. Coupe du monde féminine de football des moins de 17 ans, l'Inde 2022. Le tournoi a connu son épilogue hier dimanche avec le sacre de l'Espagne, championne du monde. Oui, l'Espagne remporte le trophée de la 7e édition de la Coupe du monde féminine de football des moins de 17 ans. En finale disputée hier en Inde, l'Espagne a battu la Colombie par le score d'1-0. But contre son camp de la Colombienne Ana Maria Guzman Zapata à la 92e minute de jeu. Tenante du titre, l'Espagne conserve son trophée avec ses deuxièmes sacres consécutifs. Jusqu'à présent, 5 pays se sont partagés les titres mis en jeu. Il s'agit de la Corée du Nord en 2008 et 2016, de la Corée du Sud en 2010 et de la France en 2012, du Japon en 2014 et de l'Espagne en 2018. L'un des 3 représentants africains à ce mondial féminin des moins de 17 ans, Inde 2022, le Nigeria termine en bronze sur le podium. En match de classement pour la 3e place, le Nigeria a battu l'Allemagne 3-2 au tir au but. À l'issue du temps réglementaire, le score était de 3 buts partout. Les Nigérianes prennent ainsi leur revanche sur les Allemandes qui les avaient pourtant battues 2-1 en match de poule. Merci Fotigi Tunkara pour ces détails. 7h passées de 25 minutes. C'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseni Tunkara. Et Mamadou Bedialo a assuré la connexion technique. Aziz Koulibaly assure la mise en ligne. Une édition coordonnée par Ousmane Dao et toutes nos excuses pour les désagréments causés au début de ce journal. Merci pour votre fidélité. Bonne semaine à vous. Que le bon Dieu nous protège.